Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui au Centre Ressources Intimes Agir avec des collègues de la Maison du droit et des enfants et des jeunes qui sont venus participer avec nous à un nouveau webinaire du Centre Ressources Intimes Agir Occitanie. Donc, on est en train d'accueillir tous les participants. Vous étiez assez nombreux à avoir répondu. Donc, à la technique, on a avec nous Mathilde qui est chargée d'accueillir un peu tout le monde sur ce webinaire. Vous allez du coup avoir vos micros coupés et vos caméras également. C'est plus simple pour nous par rapport à la diffusion des supports de ce webinaire. À certains moments, quand vous souhaiterez poser vos questions, vous pourrez le faire via le chat. Mathilde, qui suit le webinaire, nous interrompra pour pouvoir lire vos questions. Et en toute fin, on essaiera peut-être de réouvrir les micros pour des échanges si des personnes n'arrivent pas à saisir des questions dans le chat. Donc, on va commencer ce webinaire. On va vous partager un support, donc ce webinaire qui s'appelle Couple, comment ça se passe quand on se sépare? Avec cette idée, effectivement, on va voir quels sont les interlocuteurs vers qui on peut s'orienter pour pouvoir trouver des réponses si on a à un moment des questions sur ce sujet de la séparation. Dans un premier temps, donc, je vais aussi vous présenter le Centre Ressources Intimes Agir, qui est un dispositif qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, mais également aux proches aidants, c'est-à-dire l'entourage, la famille des personnes, et aux professionnels qui les accompagnent. Et puis ensuite, on pourra présenter la MDEJ, Stéphanie, Lara et Katia, là, qui vont, du coup, en tant que médiatrice familiale, animer ce webinaire. Et puis après, elles vous parleront de plusieurs étapes en lien avec cette question de la séparation. Donc, le Centre Ressources Intimes Agir, dispositif qui est un dispositif régional qui est financé par l'Agence régionale de santé et qui s'adresse, donc, comme je vous l'ai dit, plus particulièrement aux personnes en situation de handicap sur des sujets qui concernent à la fois la vie intime, affective et sexuelle, le soutien à la parentalité et la lutte contre les violences. L'idée, c'est que vous puissiez nous contacter pour trouver des informations, des ressources, des publications et que vous puissiez trouver aussi les partenaires vers qui on peut vous orienter pour avoir des réponses à vos questions, à vos besoins sur ces thématiques. Notre dispositif va aussi permettre de faire en sorte que la société un petit peu évolue en matière de représentation et puisse permettre aux personnes en situation de handicap, comme tout un chacun, d'exercer tous leurs droits, dont effectivement les droits en matière de vie intime, affective et sexuelle. Donc aujourd'hui, ce webinaire, il va plus concerner l'aspect du coup des relations de couple suite aux questions qu'on avait pu avoir, la question aussi de la séparation. Alors c'est peut-être pas, c'est une étape dans une vie de couple. Il y en a plein d'autres. On a eu des fois à échanger sur comment on se rencontre. Là aujourd'hui, c'est quand on se sépare, comment ça peut se passer et qu'on puisse évoquer tous les impacts que ça peut avoir dans la vie des personnes. Donc, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Katia et Stéphanie qui vont pouvoir se présenter et vous parler un petit peu de cette thématique et peut-être déconstruire des inquiétudes ou des aspects qui peuvent être pensés comme négatifs. La séparation, ça fait partie un petit peu de certaines étapes de la vie. Certains la traversent, d'autres pas, mais en tout cas, on s'était dit que c'était une bonne idée d'en parler aussi et de faire du lien finalement avec les situations de handicap. Ça arrive à tout un chacun et ça arrive aussi aux personnes en situation de handicap. Voilà. Du coup, qui va commencer? À qui on présente en premier? Stéphanie, Katia? Allez, j'y vais. Merci Magali. Donc merci pour cette co-construction autour de cette thématique. Donc moi je suis Katia Laval, je suis médiatrice familiale. Je travaille à la Maison des droits des enfants et des jeunes à Toulouse et on a la possibilité de recevoir des personnes de tout le département de la Haute-Garonne. Donc Stéphanie et moi, Stéphanie en dira un peu plus après, mais on a toutes les deux bénéficié d'une formation spécifique
en plus de notre formation de médiatrice familiale, sur les questions du handicap, de la perte d'autonomie. Donc aujourd'hui, on déploie un service de médiation familiale destiné aux personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie, porteuses d'une pathologie chronique et de leurs proches. Voilà, donc un espace pour communiquer, retrouver une communication apaisée autour de ces sujets. Alors, en 2 mots, je reprends la parole. Moi, je suis donc Stéphanie, la collègue de Katia à Laval, Stéphanie Lara. 2 mots pour vous dire que la Maison des droits des enfants et des jeunes, c'est 4 services différents assez complémentaires. Il y a un service des droits des jeunes. Donc, ce service propose des rendez-vous pour les enfants, enfin pour les mineurs, pour les jeunes aussi, pour leur permettre de connaître leurs droits, selon s'ils ont été victimes, auteurs, témoins. Les parents aussi peuvent s'adresser à ce service. On peut également proposer des explications sur des procédures juridiques. Donc, les enfants viennent et puis peuvent poser les questions qui leur sont chères. Le service propose également des sensibilisations dans les établissements qui accueillent des enfants, donc tout type d'établissements, des établissements scolaires ou sociaux, social, médico-social, etc. Nous avons également un service de formation. Alors, vous pouvez après consulter notre site et nous avons déjà mis le catalogue en ligne des formations 2005. Nous avons également un service de soutien à la parentalité. Donc, là, c'est une personne qui fait des accompagnements spécifiques, accompagnement individuel ou accompagnement collectif. Donc, ça va être un travail sur des questions autour des difficultés sur la parentalité, également sur la posture, selon l'âge de l'enfant, selon les difficultés qui peuvent se poser à la maison. Et il peut y avoir aussi comme proposition des cafés-débats, des webinaires animés, etc. Donc, c'est la personne qui anime le soutien à la parentalité aussi qui propose ces services. Et enfin, pour terminer, nous avons un 4e service, le service de médiation. Alors, nous sommes un service conventionné par la CAF. Nous accueillons donc des personnes en conflit, donc tout conflit familiaux, et nous proposons de les accompagner en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Alors, je tiens à remercier REAP aujourd'hui qui nous a permis, qui nous a soutenus pour ce webinaire, voilà, pour que nous puissions échanger aujourd'hui autour de ces sujets. Moi, il y a une petite question qui me vient tout de suite parce que des personnes peuvent nous suivre peut-être d'un peu partout en France et puis nous, on est un centre ressources régional. Vous êtes basé, vous, en Haute-Garonne parce que c'était en proximité pour nous, plus simple de vous accueillir aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va trouver le même type de dispositif sur les autres départements de l'Occitanie? Alors, sur les autres départements d'Occitanie, il existe des services de médiation dits aidants-aidés également dans le 65. Et ensuite, il est possible de s'adresser à des services de médiation conventionnés par la CAF. Donc, il en existe dans tous les départements et il est possible de trouver les coordonnées sur le site de la CAF de son département. Donc, en général, il y a une page qui est dédiée à la médiation familiale et là, on trouve l'adresse et le numéro de téléphone et le mail pour pouvoir contacter le service. Voilà, c'était pour que tout le monde se dise qu'il avait une possibilité en proximité, près de chez lui, et qu'il n'ait pas l'impression d'entendre quelque chose auquel il ne va pas pouvoir accéder. Absolument. On va commencer peut-être du Oui. coup notre intervention. Alors, cette maison des droits et des jeunes de la Haute-Garonne, la maison Oui, alors du coup, Stéphanie en a dit quelques mots là sur la présentation. Alors nous, on avait envie de vous dire pourquoi ce sujet. Alors aujourd'hui, on vient avec notre casquette de médiatrice familiale. Donc effectivement, on accueille régulièrement des personnes qui sont en cours de séparation, qui sont déjà séparées ou qui se posent la question d'une séparation. Donc on a ce regard aussi sur cette période. On sait que le couple, c'est une sacrée aventure. Il se passe plein de choses, il y a plein d'étapes dans la vie du couple. Et puis, en fait, on traverse une première période de lune de miel et puis on se rend compte qu'on arrive chacun avec notre histoire, chacun avec nos représentations, nos visions. Et des fois, c'est différent et des fois, c'est divergent et des fois, c'est tellement divergent voilà, qu'on en arrive à se poser la question de est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue. Donc voilà, on avait envie de vous parler de ça aujourd'hui, de se dire que c'est une rupture, c'est une période
de chamboulement, c'est compliqué, parfois très compliqué. Ça peut faire peur, ça peut faire parfois très peur aussi. Et on va être amené à vivre diverses étapes, hein, voilà, à être bousculé, à être traversé par plein d'émotions. Et on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Et vraiment, la proposition aujourd'hui, c'est aussi de vous dire que si c'est compliqué, parce qu'on peut avoir un entourage à qui on peut en parler, on peut avoir la famille, on peut avoir des amis, mais parfois, c'est pas toujours les personnes avec qui c'est facile d'en parler. Donc si c'est nécessaire, sachez qu'il existe différents professionnels qui peuvent vous accompagner dans cette période de transition pour pouvoir franchir ces différentes étapes et accéder à ce changement et prendre soin de vous. Donc, notamment la médiation familiale, mais pas que. On pourra y venir tout au long de ce webinaire et voir quels sont les professionnels qui peuvent vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches et dans ces différentes étapes. Alors, on voulait... comment? Est-ce qu'on avance un On petit peut peu la avancer un présentation petit peu, effectivement. Voilà. On voulait vous... Alors, on s'est dit que voilà, c'était un sujet qui était pas forcément évident, mais comme le disait Magali, qu'on est tous à même de rencontrer au cours de notre vie, même si on a la chance d'être toujours en couple, pour certains d'entre nous aujourd'hui, qui n'a pas vécu une rupture au cours de l'adolescence, au cours dans notre jeunesse ou un peu plus tard. Donc, les ruptures, les séparations, ça fait partie de la vie de toute façon. Et on avait envie de s'en parler aussi aujourd'hui d'une façon un peu parfois avec des supports, des activités un peu ludiques pour aborder ça avec un peu de légèreté. Donc, on voulait vous proposer une première animation autour des mythes et réalités sur la question de la séparation, parce que régulièrement, on peut être confronté à des phrases, on peut entendre des choses. Nous, dans nos bureaux, on peut entendre des choses, mais dans notre vie de tous les jours aussi. Donc, on vous propose de jouer un peu dans le chat aussi, si vous avez des commentaires à apporter. Donc, Mathilde pourra nous les partager. Alors, premier mythe, hein, ça serait une séparation, c'est toujours un échec. Alors, qu'en pensez-vous? Voilà, ces étapes de la vie, qui sont parfois difficiles et douloureuses, sont souvent vécues comme quelque chose de négatif. Hein. L'idée de pouvoir se positionner, de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas les mêmes visions, c'est des choses très nécessaires qui permettent aussi dans le couple parfois de s'affirmer. Donc ça va co-construire, c'est-à-dire que quand chacun va pouvoir exprimer sa vision, ses valeurs, ses représentations, eh bien c'est des caps qu'on peut passer, où on peut accepter la vision de l'autre. Et parfois, ces visions divergent à tel point qu'on n'arrive plus à faire du commun, à faire ensemble. Et c'est là où effectivement, on va envisager de ne plus pouvoir rester ensemble et de ne plus partager ce commun. C'est quand on ne voit plus les mêmes choses dans le même sens, en fait. C'est ça, quand les visions divergent, c'est que finalement, on n'a pas la même approche, l'un et l'autre. C'est ça, au sein d'un couple. Et qu'on laisse peu de place à la vision de l'autre, en fait. Là est toute la difficulté, en fait. D'accord. De sortir un peu de ces représentations. Et alors, du coup, une séparation, c'est toujours un échec? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les personnes? Est-ce qu'on a eu des réponses dans le chat? Pas de réponse dans le chat. Personne n'a un avis. Mince. Aidez-nous un petit peu. Je sais que vous êtes en distance, mais c'est intéressant. Bon. On voit un non qui s'affiche en grand. C'est pas un échec en grand. Alors effectivement, une séparation, c'est pas forcément un échec. Des fois, c'est nécessaire aussi de se dire qu'une séparation arrive à un moment donné où il n'est plus possible de continuer ensemble et on décide de prendre des chemins divergents, enfin en tout cas d'autres chemins de vie et de choisir de ne plus fonctionner ensemble. Donc il n'y a pas la question de la réussite ou de l'échec. Donc comme disait Stéphanie, effectivement, ça peut être souvent connoté négativement. Pour autant, voilà, une séparation est une étape classique, j'ai envie de dire. Okay. Est-ce qu'on a une autre question, du coup, après, dans les représentations? Est-ce qu'on passe à un autre aspect? Alors, il y a toujours un perdant et un gagnant dans la séparation.
Alors, n'hésitez pas, si vous avez des propositions, des commentaires à faire sur un peu ces idées reçues autour de la séparation, à dire ce que vous en pensez. Dans le conflit, il y a toujours cette idée d'opposition, de perdant-gagnant, hein, comme si finalement il y avait une voix qui devait s'imposer à l'autre. Bien dans l'espace de médiation, justement, on réfléchit souvent à ce que les deux voix puissent prendre leur place, hein, et qu'il n'y ait pas de perdant-gagnant, mais que chaque personne puisse être libre de donner sa position et sa vision des choses. D'accord, ça veut dire, en fait, si on n'est pas d'accord, on n'est pas en train de jouer, on peut avoir des désaccords et il n'y a pas un qui a plus raison ou moins raison que l'autre, en fait. C'est ça que vous me dites? L'idée, c'est de pouvoir faire coexister la parole de chacun, justement, dans l'espace de médiation et d'une façon générale, dans les relations entre les personnes. C'est de se dire que chacun a sa perception de la situation, a sa réalité. Il n'y a pas une réalité qui s'impose. Donc, voilà, c'est possible de dire, hein, c'est possible d'être entendu et entendre l'autre et reconnaître ses émotions, sa souffrance, sa perception de la situation. Ça ne veut pas dire qu'on la cautionne et qu'on la valide et qu'on est d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est qu'on reconnaît que l'autre peut avoir une perception différente de la nôtre. D'où l'idée qu'on on peut sortir gagnant-gagnant de ce genre de discussion. Et alors, comme tu dis, Ça, c'est bien, Katia, tout est question de se dire, se raconter. Et là où arrivent les difficultés, c'est dans la façon dont on va le dire, hein. Donc, il s'agit bien de communication et comment on va s'écouter, comment on va s'entendre et comment on va pouvoir se raconter. Et justement, quand c'est trop difficile, donc on parlait de l'espace de médiation, ça peut aussi être un espace thérapeutique, hein, voilà, pour travailler sur la question du couple, qu'on n'a pas encore pris la décision de se séparer. On peut rencontrer un thérapeute de couple. Donc la proposition, c'est d'aussi travailler en fait sur la question des besoins. Souvent, on a tendance à se reprocher des choses. Donc, comme tu disais, la façon dont on se parle, ça va beaucoup influencer la qualité de la communication. Donc, si on commence à se dire, mais c'est ta faute, c'est parce que tu as fait ça, que je suis partie, j'en peux plus, je te supporte plus, c'est pas la même chose que de dire, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de plus d'apaisement ou j'ai besoin que tu m'écoutes plus. Et là, on va pouvoir travailler sur les besoins, parler de ses émotions et parler de sa place. Et sans être dans le reproche et dans l'agression, dans le tu, dans la dénonciation des actes de l'autre. Et c'est intéressant ce que tu dis, Katia, parce que contrairement au thérapeutique, là, en médiation familiale, dans cet espace, on est vraiment sur les outils, sur des choses factuelles. C'est comment on va se le dire, comment on va communiquer, hein. Donc, il peut y avoir des effets thérapeutiques, mais on n'est pas du tout dans un espace thérapeutique. Là où est la différence aussi avec une thérapie conjugale, par exemple, si les gens se posent la question, là, on est vraiment sur des besoins, l'expression des besoins et amené sur des choses très factuelles. Comment on va faire aujourd'hui dans cette situation? Ah, ça c'est bien, si on a un appui sur comment on peut faire bouger un petit peu les choses, ça c'est intéressant. Oui, et vraiment repartir avec des outils, avec des clés sur comment c'est possible de communiquer un peu autrement et un peu mieux. D'accord. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Est-ce que des personnes ont formulé des questions? On n'a pas de questions. On peut se sentir tous les deux gagnants ou tous les deux perdants. Certaines personnes peuvent le vivre ainsi parce que chacun vit différemment la séparation. C'est vrai. Et le temps joue beaucoup sur la perception de la séparation. Absolument, c'est une dimension vraiment fondamentale, cette question de la temporalité. Effectivement, donc plusieurs personnes soulevaient ce point en disant que des fois, on n'est pas tous au même temps de la séparation. Il y a une personne qui peut avoir pris une décision et ne pas en avoir encore parlé et avoir déjà cheminé intérieurement. Et au moment de l'annonce, ça peut être vraiment le cataclysme et la douche froide pour celui qui ne s'y attendait pas. Et c'est important, et ça, c'est des choses dont on parle beaucoup en médiation aussi, on le prend en compte, de pouvoir le nommer déjà, de pouvoir l'évaluer, l'identifier et de pouvoir se demander parfois si une personne qui a déjà un petit peu avancé dans son expérience personnelle de là où elle en est de cette histoire de couple et de la séparation, de pouvoir lui demander si c'est possible d'attendre l'autre personne parce que l'autre personne n'est pas au même temps
de cette réflexion. Donc, La temporalité est vraiment, comme tu dis, Mm. Katia, quelque chose d'extrêmement important dans ce travail de médiation. Et puis les perceptions, c'est-à-dire qu'on peut voir autour de questions qu'on n'a pas la même perception des choses. Notamment, là, on peut aborder la question de la relation sexuelle, la sexualité aussi. Petite question, est-ce qu'on va aborder la question des troubles? Parce qu'il y a une personne qui dit qu'ils y sont de plus en plus confrontés. C'est une question qui apparaît dans le chat. alors, des troubles, ça serait... Troubles. Ah, des troubles, hein, pardon, Oui. d'accord. Alors, j'ai envie de dire, alors, pas forcément spécifiquement la question des troubles. Maintenant, j'ai presque envie de dire que la dynamique et de la relation et de la séparation va pouvoir être abordée, que ce soit en trouble, en couple, sur de l'amour libre. C'est la question de la relation qui prime et c'est vraiment de ça dont on parle. Hein. Donc, qu'il y ait 2 ou 3 personnes, voilà. Et effectivement, il y a des enjeux plus particuliers puisqu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'équation, mais là, on va vraiment parler de la relation. Ouais, puis il y a la question du cheminement personnel Ouais. aussi, hein, de la capacité à cheminer sur la difficulté. Peut-être on peut finir autour de la dernière question sur, Oui. sur les mythes et réalités. Alors, quand on n'a plus de relations sexuelles, c'est qu'on est en échec ou c'est la fin du couple? Est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça aussi, c'est important de s'interroger. Comment on fait couple finalement? Est-ce que c'est uniquement parce qu'on a des relations sexuelles? Est-ce qu'on peut faire un couple différemment? Donc comment vous abordez ces choses-là, Comme la vous question? pouvez l'imaginer, il Ouais. n'y a pas de réponse toute faite et de solution magique, hein, puisque effectivement, la sexualité va prendre une part importante ou pas dans le couple, selon ses convictions, selon ses besoins, et que ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir estimer l'état du couple, entre guillemets, parce qu'on peut faire couple sans sexualité, bien évidemment. Après, l'idée, c'est toujours pouvoir communiquer sur ça. C'est comment ça se passe pour chacun, du fait qu'il y ait une sexualité active. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une sexualité active? Le fait de ne pas avoir de sexualité, qu'est-ce que ça veut dire aussi pas avoir de sexualité? Comment chacun a des représentations par rapport à la sexualité? Et bien évidemment, le couple, c'est tout un ensemble de composantes dont la sexualité fait partie, mais pas que. Et là, à nouveau, on va être sur le niveau de la relation, donc la relation sexuelle, mais ça peut être aussi voilà, la relation, la communication, comment chacun des membres joue ses relations à l'extérieur, les relations sociales aussi. Il va y avoir la question de la parentalité, donc il y a tout un tas de composantes qui rentrent en jeu. Et dans le chat, il y a une personne qui me dit non, bien sûr, plusieurs couples de notre établissement n'ont pas de relations sexuelles, les sentiments sont souvent plus importants. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est ça, la relation, elle se joue à plusieurs niveaux, c'est ça, les sentiments, les émotions, la communication, le fait de pouvoir s'engager aussi hein, dans la question du couple, il y a ça aussi, c'est l'engagement, comment on s'attache à une autre personne et la question des projets, donc comment on se projette ensemble et comment on donne à voir qui on est en tant que couple aux autres personnes. Donc il y a cette dimension de l'image sociale aussi qui est importante, comment on se représente en tant que couple. Donc on va passer à la dernière idée reçue. Donc la séparation fait souffrir les enfants. Justement, on commençait à introduire la notion de parentalité. Donc on aimerait bien avoir vos petits retours. Si vous avez des commentaires à faire, on voit que vous commencez à être actifs dans le chat, c'est chouette. Donc la séparation fait souffrir les enfants. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce qu'on peut voir quand même dans nos bureaux, dans les espaces de médiation, que ce qui fait souffrir les enfants, c'est le conflit des parents. C'est essentiellement le conflit, j'ai envie de répondre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, mais un enfant qui est pris en étau dans des discours qui s'opposent et qui se confrontent, eh ben, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour l'enfant qui peut se retrouver un peu étriqué, un peu en loyauté, avec des discours qui vont
qui vont être difficiles à entendre pour l'enfant parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a un certain âge, jusqu'à un certain âge, j'ai envie de dire, jusqu'à l'adolescence, les personnes les plus importantes pour un enfant, c'est bien ces deux C'est ses personnes-là. parents. Et entendre du dénigrement de la part d'un des parents, c'est toujours douloureux. Donc, c'est surtout le conflit qui peut faire mal. Et pas forcément la question de la séparation, parce que quand même, il faut se dire aussi que lorsque les choses sont posées et dites, bien sûr, il faut un temps d'adaptation pour l'enfant, pour comprendre un petit peu ce réaménagement de la famille, mais il n'est pas insurmontable du tout pour les enfants. Ils ont des capacités d'adaptation plus importantes parfois que leurs propres parents. Et donc, ce qui va être important, ça va être de prendre en compte ces besoins des enfants, que les parents soient à l'écoute de leurs enfants, de leurs enfants, pour leur apporter une stabilité, une continuité, malgré la séparation, de pouvoir se dire que le maintien voilà, d'une stabilité sur les modalités de vie au quotidien, sur des activités, pour les activités que les enfants pratiquaient auparavant, qu'ils continuent à pratiquer par la suite, les personnes qu'ils voyaient de la famille aussi, ce maintien d'une continuité, ça va de toute façon apaiser l'enfant et faire en sorte que l'accompagnement de cette période de séparation se passe au mieux. Ce qu'on peut en dire aussi, c'est qu'en fonction de l'âge, ça ne va pas se traiter de la même manière, en tous les cas, ça ne va pas se nommer de la même manière. D'accord. Ça voudrait dire, en fait, alors que si la séparation, finalement, parler met fin au conflit, ça peut finalement être une bonne chose pour les enfants parce que c'était plus les disputes, les conflits qui les mettaient en difficulté et que quand ça s'apaise, ils y trouvent quand même un petit peu leur compte si on les accompagne aussi. C'est ça l'idée? Ça peut, effectivement, ça peut être. C'est compliqué quand on a les parents qui sont sur les nerfs en permanence, qui sont tendus, en conflit. Bien, parfois, il y a des enfants qui peuvent dire qu'ils se sentent apaisés, qu'ils ont des parents plus disponibles psychiquement, des parents qui sont plus attentifs, qui sont plus calmes, qui disposent un peu plus de temps aussi. Donc, on peut parfois avoir des choses positives. Et en tous les cas, les enfants peuvent en témoigner qu'il peut y avoir de l'apaisement pour eux aussi, en tous les cas, ressentis. Ce qui va être important, c'est de bien penser à maintenir, à se dire que les enfants, ils ont besoin de maintenir un lien avec chacun des parents. Donc, ça va être important pour chacun des parents de respecter cet accès à l'autre parent. Comme le disait Stéphanie, de ne pas dénigrer l'autre parent et de pouvoir parler positivement de l'autre parent, voilà, sans être dans l'investigation quand l'enfant rentre de chez papa ou de chez maman après un week-end ou après une période de vacances. Et voilà, d'avoir cette relation apaisée pour mettre à distance l'enfant du conflit. Et là, on peut faire le pari que ça se passera plutôt d'une façon positive et que l'enfant sera toujours au centre et considéré par ses parents et qu'il sera sûr que les parents lui témoignent un amour inconditionnel. Et c'est ça qui est important, c'est de ça dont il a besoin, l'enfant. Et que les parents autorisent l'enfant, justement, à maintenir ce lien. Ça, c'est important. Oui. D'accord. Est-ce qu'on avait d'autres questions, d'autres sujets qui ont été abordés dans le chat, Mathilde? Alors, dans le chat, non. On a eu un message lorsque les parents gardent une relation saine, alors pas au peu de souffrance, mais il y a quand même le deuil de la famille idéale. Et effectivement, quelqu'un disait pour les enfants, dans certains cas, la séparation peut être un vrai soulagement. Absolument, oui. Ouais. C'est un petit peu ce sur quoi on est revenu, oui, tout à fait. C'est très juste. Ça dépend comment les parents se comportent devant les enfants. C'est important, en fait, tout ça, la synthèse de tout ce que vous dites, c'est tout à fait juste. On pourrait dire que, dans ce qu'on disait, c'est important d'épargner l'enfant du conflit et ça va être important de distinguer le niveau des adultes, le niveau parental et le niveau ex-conjugal. En fait, il y a tous les griefs que chacun peut se porter. Ça existe effectivement. Là, on entendait parler du deuil de la famille idéale. Ça, c'est aussi une étape. C'est compliqué, ça prend du temps, c'est pas évident. Mais de pouvoir se dire qu'il y a des choses qui appartiennent aux adultes et des choses que les enfants n'ont pas à entendre, des choses qui ne les concernent pas directement. Et ça va vraiment aider à passer cette période de transition. Donc, on le répète, qui n'est pas évidente, bien sûr, c'est compliqué. Mais ce sont vraiment des atouts pour franchir cette étape.
Une dernière question. Accompagnez-vous les enfants, type groupe de parole? Alors, à la Maison des droits des enfants et des jeunes, on a eu fait il y a quelques années ce type de travail. Actuellement, on n'a pas recréé de groupe, mais vous pouvez trouver des centres qui animent des groupes de parole pour enfants et adolescents également. Donc, on pourra peut-être éventuellement donner Oui, s'il y a des liens s'il y a des questions ouais. plus précises, après, c'est possible de nous recontacter par la suite pour vous donner des coordonnées. On va pouvoir peut-être passer à Oui. une Ouais. étape Alors, supplémentaire. ce qu'on vous propose, pour que ce soit un peu interactif et un petit peu dynamique, on va vous proposer plusieurs vignettes, plusieurs situations, on va dire. On a imaginé des situations en fonction de ce qu'on peut travailler, nous, de ce qu'on voit au quotidien, et qu'on puisse réfléchir ensemble dans ces situations. Est-ce que ça vous convient? Ah On bah puisse oui. travailler comme ça. Alors, je peux peut-être lire la première situation qu'on a imaginée. Marine et Rachid. Marine et Rachid sont en couple donc depuis 11 mois. Marine ne travaille pas, elle perçoit la AH. Rachid travaille pour une mutuelle et part souvent en déplacement. Peu après leur rencontre, Marine s'est installée chez Rachid et a participé à quelques travaux dans l'appartement. Elle a notamment financé l'achat d'un petit poêle avec ses économies pour avoir bien chaud l'hiver, surtout quand elle se retrouve toute seule. Le mois dernier, Marine a rencontré Julien. Ça a été le coup de foudre. Elle a pris la décision de quitter Rachid. Rachid se sent trahi, abandonné. Marine veut récupérer ce qu'elle a investi dans l'appartement. Voilà, donc là, on a imaginé que les gens arrivaient dans cette situation en médiation En familiale. médiation familiale. D'accord. Et comment ça se passe alors Et quand ils ils arrivent? arrivent, c'est ça, ils arrivent avec un certain nombre de questions. Donc, notamment, une première question qui serait est-ce que leur séparation va avoir une incidence sur le montant de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Donc, il faut savoir que depuis un peu plus d'un an, depuis septembre 2023, il y a une loi qui est passée sur la déconjugalisation de l'AAH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot? Déconjugalisation, ça veut dire que si on est en couple, l'AAH n'est plus calculée en fonction des revenus du couple, hein. Elle est en fonction des revenus personnels. Donc, quand on se sépare, rien ne change. Il faudra tout de même être vigilant à une chose, c'est savoir qui est l'allocataire du compte CAF. Donc, Oui. peut-être Magali, si tu veux en dire un petit mot. Effectivement, quand on est en couple, souvent, il y a un compte pour les deux membres du couple. Et si les deux perçoivent l'allocation adulte handicapé, chacun va percevoir sur son compte personnel l'argent, mais il y a un seul compte au niveau de la caisse d'allocation familiale. Donc peut-être effectivement, au moment de la séparation, il faut trouver à faire une démarche auprès de la caisse d'allocation familiale pour que chacun finalement retrouve son compte CAF et qu'il y ait cette séparation. Mais par contre, sur le versement, ça ne change pas, ça change rien. Ça, c'est un point important. Oui. Et Ah, c'est assez nouveau, c'est intéressant que maintenant les revenus personnels soient pris en compte pour le montant de l'AAH. pardon, Vas-y. on peut poursuivre. Alors, peut-être sur la question de l'investissement de Marine, hein, qui a Eh oui. payé, qui a financé ce poêle, est-ce qu'elle va pouvoir récupérer son argent ou une partie de son argent? Alors, effectivement, il va falloir s'en parler. Marine et Rachid vont devoir s'organiser pour leurs affaires. Alors, ils pourront déjà, dans un premier temps, reprendre ce qui appartient à chacun. Donc, ça, c'est plutôt facile. Mais notamment sur la contribution de ce poêle, par exemple, où Marine en a payé une partie. Donc, on peut imaginer qu'ils arrivent à trouver un arrangement quant à la participation et de façon à équilibrer les dépenses. Bon, des fois, c'est pas si facile, hein. Oui. D'où l'intérêt parfois de se faire accompagner. D'être peut-être en discussion, en tous les cas de mettre en objet de discussion les questions matérielles, financières, organisationnelles, comme ça, mais il y a aussi des questions symboliques parce que qui va garder les photos, même si aujourd'hui on peut quand même dupliquer, qui va récupérer la BD nous a offert pour notre anniversaire, etc. Donc il y a plein de choses comme ça très très symboliques qui peuvent être source de tension, ça ne paraît pas, mais c'est aussi important. Et on peut imaginer qu'on puisse prendre un temps dans l'espace de médiation pour décider de qui veut quoi, qui fait quoi, etc.
qu'on remette un petit peu de communication autour de ça. D'accord. Après, on peut enfin, une des autres questions, c'était est-ce que Rachid doit payer une pension à Marine? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, Stéphanie? Alors justement, ben non, Rachid, il n'est pas du tout, il n'y a pas de pension, il n'y a pas d'obligation de pension alimentaire. Donc, je ne sais pas si vous avez retenu, les personnes ne sont pas mariées et il n'y a pas d'enfants. Voilà. Hein. On va voir dans une autre situation que la question peut se poser. Oui. Mais là, en l'occurrence, pour Marine et Rachid, il n'y a pas question de la pension alimentaire. Bon, on a fait le tour des différents points. Ouais. Est-ce qu'il y a eu ou pas des questions dans le chat sur cette situation? Non, il n'y a pas eu de questions. C'était suffisamment clair. Donc, on peut faire un petit récapitulatif. Donc, on a parlé de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Donc, voilà, vous avez même le numéro de la loi si vous voulez aller un peu plus loin. Le partage des biens et la question de la pension alimentaire, du coup, qui n'aura pas lieu dans cette situation. Voilà, ce sont les points qu'on a abordés sur cette situation et on va pouvoir en aborder d'autres dans les prochaines propositions. Ah, Fred et Ava. Fred et Ava. Qu'est-ce qui leur arrive à Fred et Ava? Alors, Fred et Ava, ils sont mariés. Ils sont parents d'un petit garçon, Lorenzo, qui a 7 ans, et ils ont pris la décision de divorcer d'un commun accord. Fred bénéficie d'une mesure de protection juridique. Donc là, on va essayer d'aller explorer un peu des questions administratives et puisqu'on a en jeu un mariage, puis un divorce et une mesure de protection juridique. Ils ont également un enfant, donc là, il y a un peu plus de matière à explorer. Alors, sur une première question, ce serait sur quel sujet vont-ils devoir prendre des décisions? Donc, on note qu'il y a des enfants, donc autorité parentale conjointe. Comment on va continuer à être parents ensemble, puisque lorsqu'on a l'autorité parentale conjointe, il y a des obligations, des droits et des devoirs, pour en citer quelques-unes, autour de l'éducation, la santé, les loisirs, les activités. Donc oui, effectivement, il va falloir continuer à communiquer pour prendre des décisions. Alors, pour se donner des informations, mais aussi pour prendre des décisions ensemble, ce qui n'est pas toujours simple. Donc, on aura aussi la question de la résidence de l'enfant, comment ça va s'organiser après cette séparation. Donc, voilà, il peut y avoir plusieurs modalités. Chaque personne va pouvoir proposer à l'autre la façon dont il voit. Alors, il y a souvent des divergences. Il va être question de ce qu'on appelle la résidence de l'enfant. Donc, on retrouve des choses un peu communes comme la résidence habituelle chez l'un, la résidence partagée ou la résidence élargie, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas à égalité le même nombre de nuitées chez le parent, mais il y a du sur-mesure sur le planning, on va dire, et l'organisation autour des modalités de l'enfant, de passage d'un domicile à un autre. L'avantage, j'ai envie de dire, de cet espace de médiation, c'est que chaque personne va pouvoir faire en fonction de sa situation, de ses disponibilités. On ne va pas réfléchir et on ne va pas organiser les mêmes choses si une personne travaille de nuit, si on a des horaires atypiques, etc. Donc, tout l'intérêt de l'espace de médiation, c'est vraiment de s'adapter aux possibilités des personnes, à l'âge de l'enfant, à ses besoins, etc. On va prendre tous ces éléments en considération. On va aussi parler, donc en médiation, alors d'une façon générale, Fred et Ava auront à discuter de ces sujets et si c'est compliqué, on peut imaginer qu'ils viennent en médiation pour qu'on puisse les aider à prendre des décisions et à réfléchir. Donc, on va aussi parler des questions financières, donc de tout ce qui appartient alors, on appelle ça, alors c'est un nom un peu complexe, la liquidation du régime matrimonial. Donc, ça va être... il y a des noms barbares un peu des fois, mais alors pour faire simple, ça sera le partage en fait des biens entre chacun. Et ces questions financières peuvent aussi toucher le fait qu'ils sont parents ensemble. Donc, il y a une allocation qui doit être due. Alors, en tout cas, chacun des parents doit contribuer aux besoins de l'enfant financièrement. Donc, ça veut dire que si un parent
à l'enfant un week-end sur 2, par exemple la moitié des vacances, il sera tenu, dans la mesure de ses ressources, de ses possibilités, en fonction d'un certain nombre de critères, de verser ce qu'on appelle une pension alimentaire couramment, qui s'appelle en réalité la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la CEEE. Voilà, donc c'est une question financière qu'on pourra aborder en médiation, tout comme on pourra aborder tout ce qui touche aux dépenses exceptionnelles, donc par exemple un voyage scolaire, une activité d'équitation, de judo ou de musique, voilà, comment on va se partager les frais, qui va payer la licence, comment on s'organise. Alors, un petit élément juridique, Katia, c'est que lorsqu'on est marié et qu'on souhaite se séparer, divorcer, il y a 2 possibilités de divorcer. Donc, on peut divorcer à l'amiable chez le notaire, mais auquel cas, il faut avoir quand même des avocats. Chaque personne qui va faire cette demande-là doit être accompagnée de ses avocats. Et sinon, il y a le divorce devant le JAF, le juge des affaires des familles, où chaque personne aussi, aujourd'hui, doit être accompagnée de son avocat. On ne peut pas avoir un avocat commun pour pouvoir se séparer. Et en tous les cas, pour que le divorce soit prononcé, il faut que ce soit fait devant un juge des affaires des familles. Alors, dans cette situation, si vous vous rappelez bien, Fred et Ava sont mariés et Fred bénéficie d'une mesure de protection juridique. Alors là, comment ça se passe en fait? Est-ce que il faut... Alors on a déjà... Non, Gillette, elle est un peu vite. on a déjà spoilé la réponse. Donc, est-ce que le juge des contentieux de la protection, donc c'est ce qu'on appelait précédemment le juge des tutelles, doit intervenir? Donc non, en fait, le juge n'a pas à donner son aval en fait pour préalable. Il n'y a pas besoin d'autorisation préalable pour divorcer. Les personnes peuvent divorcer. C'est un acte personnel, donc il n'y a pas besoin ni d'assistance ni de représentation du curateur ou du tuteur. Par contre, par rapport à ce que tu expliquais, Stéphanie, sur le fait qu'il y avait un divorce amiable ou un divorce qu'on appelle contentieux quand on passe devant le juge aux affaires familiales, dans ces situations où l'une des personnes bénéficie d'une mesure de protection juridique, on ne peut pas avoir recours au divorce à l'amiable. Donc, c'est une spécificité du fait de la mesure de curatelle ou de tutelle. Donc, il faudra forcément passer devant le juge d'affaires familiales. Et finalement, en fait, le juge il va venir vérifier la liquidation du régime matrimonial, donc ce fameux, fameux concept. Et ça pose une garantie, une sécurité aussi de s'assurer, le juge va venir s'assurer voilà, que tout est bien organisé au niveau de la répartition. Et donc, d'où la nécessité de passer devant le juge d'affaires familiales dans un contexte où il y a une mesure de protection juridique. Alors, je ne sais pas si pour les personnes, c'est très clair, parce qu'on parle de démarche amiable et de la justice. Ça ne s'oppose pas. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir saisi le juge pour avoir une audience et pour pouvoir officiellement divorcer. Et en même temps, on peut aller dans un espace et prendre des décisions ensemble, réfléchir ensemble à l'amiable, entre guillemets, donc dans l'espace de médiation, puisque les personnes qui savent le mieux ce qui est bon pour elles et pour leurs enfants, ce sont les personnes concernées. Donc, on peut imaginer effectivement qu'il y ait une autre autorité qui va permettre de poser les choses sur une ordonnance, mais les gens peuvent quand même venir faire ce travail au préalable en médiation familiale pour déjà décider un petit peu de leur vision des choses. Il se peut que parfois, ils se mettent d'accord sur, je ne sais pas, les modalités de la résidence de l'enfant, mais il y a des divergences sur des questions matérielles, financières. C'est toujours bien d'arriver à une audience en ayant déjà discuté et en pouvant dire, nous là-dessus, au moins on est d'accord. Nous, on pense que pour notre enfant, c'est ça qui est le mieux, même si à côté de ça, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et incompatible. Il y a plein de choses à décider en fait quand il y a ce divorce, cette séparation. Combien de séances de médiation familiale sont possibles? Alors, généralement, en moyenne, on fait entre 2 et 5 séances. Maintenant, c'est une moyenne qu'on a pu constater sur un certain nombre de médiations. Mais en fait, on a envie de dire, c'est du sur-mesure. Donc, on prend un premier rendez-vous et puis un deuxième et un troisième. En fait, on fait en fonction des besoins et de la temporalité des personnes. Donc, c'est vraiment au rythme de chacun. Et puis, Magali, peut-être qu'on peut préciser quelque chose. On peut venir en médiation familiale pour la communication, rester là. On peut
venir en médiation familiale, discuter et dire, ben, nous, on aimerait bien consigner ce qui a été dit. Et à ce moment-là, on va accompagner sur la rédaction d'écrits en fonction de tous les objets qui ont été discutés et ceux sur lesquels les parents se seront mis d'accord. Et on peut aussi imaginer que les parents aient besoin de sécurité ou de se rassurer et puissent travailler sur un document qui pourrait être homologué par le juge, puisque les écrits qui sont travaillés en médiation familiale peuvent être homologués par le juge des affaires des familles. D'accord. Voilà. Donc, ça peut prendre plus ou moins du temps en fonction de ces attentes, de ces besoins-là. Ça doit être une bonne chose quand même d'être aidé à ce point-là. Oui, et puis cette convention parentale, là, ces accords de médiation, ils ont la même valeur qu'un jugement. Donc, sans passer par une audience, il est possible de formaliser ces accords, de les faire homologuer, qu'ils aient la même force exécutoire en fait que ce que pourrait décider le juge. Ça sécurise parce que c'est un engagement qu'on prend. Quand même vis-à-vis de l'autre, en tous les cas pour une durée déterminée, c'est-à-dire aussi que ces conventions peuvent être rediscutées. L'enfant va grandir, il va y avoir des changements dans la situation professionnelle, etc. Donc les accords, ce n'est pas quelque chose qui tient à vie, enfin pourquoi pas, mais jusqu'à la majorité, on va dire, mais ce sont des choses qui peuvent être rediscutées en fonction des événements et du contexte de chacun aussi. Donc on peut revenir vous solliciter pour une nouvelle médiation si nécessaire, 3, 4, 5 ans après? Absolument. Et c'est pas rare d'avoir des parents qui reviennent au moment de l'adolescence, notamment, en disant il y a des choses qui ont changé, on a besoin d'y voir plus clair sur les modalités d'alternance entre un domicile et l'autre. Donc on peut revoir la résidence, on peut revoir le montant de la contribution financière parce qu'en grandissant, les besoins grandissent aussi. Et voilà, et puis peut-être des nouvelles questions au niveau des décisions qu'on a à prendre ensemble, de la communication, parce que les besoins d'un adolescent sont bien différents de ceux d'un enfant de 7 ans. Et voilà, donc, on évolue, en fait, on peut accompagner à différents temps. C'est pas parce qu'une médiation est terminée qu'on ne peut pas revenir. Il y a aussi la possibilité de mettre en place des choses, on appelle ça les périodes test, c'est-à-dire que on ne sait pas trop, c'est très compliqué. Entre le moment où on se sépare, où on va devoir réaménager l'organisation, on est sur de la théorie en disant on va faire comme ça, du dimanche au dimanche, du vendredi. Et puis les gens mettent en place ce qu'ils ont souhaité faire. Et puis ils rappellent en disant finalement, il y a des choses qui ne vont pas, ou on se réadapte. Pour l'enfant, c'est un peu compliqué. On imaginerait faire les choses différemment. Donc là aussi, il retoque à la porte de la médiation familiale et puis on va rediscuter un petit peu du contenu et au plus près de leurs besoins, encore une fois, des besoins des personnes. D'accord. Est-ce qu'on a eu des questions dans le chat, Mathilde? Combien de temps pour un test, justement? Un test sur des mesures que les parents prennent? Alors, encore une fois, c'est les personnes qui vont décider. Souvent, l'année scolaire, c'est quand même une période importante pour les parents. Les parents vont dire, voilà, on va voir sur le premier trimestre ce qui se passe. Et puis, on se rend compte que pour l'enfant qui est encore petit, il y a besoin de couper la semaine. Eh bien, on va se dire, peut-être que cet été, on pourrait mettre une autre période en place. Voilà. Mais ça, c'est les personnes qui le décident. Il n'y a pas de recette magique, pas de 2 mois, 3 mois. Les personnes qui vont évaluer elles-mêmes en fonction de leurs besoins. D'accord. Eh bien, merci Stéphanie sur cette précision. Est-ce qu'on fait un petit résumé de ce qu'on s'est dit? On fait un petit récap pour Fred et Ava, pour la situation de Fred et Ava. Donc, on disait pas d'autorisation préalable du juge des tutelles pour divorcer, puisque là, il y avait une mesure de protection, donc soit une curatelle ou une tutelle. Donc, ce sera forcément un divorce devant le juge d'affaires familiales dans cette situation spécifique. La séparation n'a pas d'incidence sur l'autorité parentale conjointe. Donc, ça veut dire qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés, on reste parents à 100% de notre enfant jusqu'à... Alors, on reste parents jusqu'à toujours, j'ai envie de dire, mais en tout cas, l'autorité parentale conjointe se poursuit jusqu'aux 18 ans de l'enfant et on est même engagé au-delà quand l'enfant poursuit ses études. Et on n'est pas plus parents parce que l'enfant passe plus de temps chez un parent. C'est important aussi.
Et donc, voilà, de ça découle le fait qu'il va falloir prendre ensemble des décisions pour l'enfant et pour s'informer. Donc ça va être important de toujours maintenir un niveau suffisamment d'information, de concertation et de prise de décision commune. Oui, c'est pas le parent qui il passe le plus de temps avec l'enfant qui prend toutes les décisions. Ça reste Exactement. une décision Ouais. à prendre à deux. Tout à fait. On D'accord. a les mêmes droits. Les parents ont tous les deux les mêmes droits et les mêmes devoirs. Très bien. Est-ce qu'on a encore une situation? On a une dernière situation. Une dernière. Sophia et Marco. Sophia et Marco. Allez, je fais une petite lecture. Donc, Marco, il a fait un AVC il y a 1 an et demi. Sophia s'est beaucoup occupée de lui. Elle a eu beaucoup d'espoir pendant que Marco allait pouvoir se remettre de cet accident. Mais aujourd'hui, Sophia se sent prise au piège. Marco est très diminué physiquement, il a des absences et il est devenu très exigeant. Leurs relations s'en dégradent. Il est paralysé du côté gauche et se déplace en fauteuil roulant. Sophia confie qu'ils n'ont plus aucun rapport sexuel et qu'elle a eu quelques aventures, mais aujourd'hui, elle ne peut plus de cette vie, elle n'en peut plus. Elle souhaite donc quitter Marco. Elle culpabilise énormément, elle ne se souvient de leurs histoires d'amour, elle se souvient, pardon, de leur histoire d'amour, et elle a l'impression d'abandonner Marco. Marco menace Sophia d'arrêter son traitement si elle part. Situation douloureuse. Oui. Alors, comment vous intervenez Donc dans là, cette situation? ouais, alors là, au-delà des questions plus administratives ou techniques qu'on a pu voir avant, l'idée, c'est vraiment de se dire comment c'est possible de venir se poser, de parler de toutes ces questions, parce que là, on entendait qu'il y a des enjeux au niveau de la relation, de la culpabilité, de la loyauté. Est-ce que je suis tenue de rester? Est-ce que ça serait un abandon? Est-ce que je me désengage, je me désolidarise de mon conjoint en le quittant? Est-ce que c'est un abandon? Donc il y a toutes ces questions qui traversent Sophia. Et pour Marco, ben, évidemment, c'est très compliqué aussi. On parlait tout à l'heure de cette notion de perte, de deuil au moment de la séparation. Donc là, on est vraiment sur des enjeux relationnels. Et donc l'idée, ça va être, si ces personnes viennent en médiation, on va pouvoir essayer de faire une lecture de la situation à plusieurs niveaux. Donc il peut y avoir effectivement un niveau juridique, de se dire, est-ce que Sophia peut quitter Marco? Donc techniquement, juridiquement, rien n'empêche Sophia de quitter Marco. Il n'y a rien qui lui dit, tu es tenue de rester avec ton compagnon jusqu'au bout. Et après, on va pouvoir aborder les choses au niveau psychique, moral, pour aborder tous ces enjeux dont on vient de parler là, sur la loyauté, le conflit interne aussi, je pars, je pars pas, et de savoir ce que ça représente pour Marco, et puis de pouvoir parler de l'organisation aussi, comment ça peut se passer autrement. Donc c'est vrai qu'il y a toute la dimension relationnelle et des options qu'on peut imaginer, et si, comment ça peut se passer dans cette situation et comme ça. Et la charge émotionnelle, parce qu'on peut imaginer dans cette situation qu'on est submergé, qu'on passe par des hauts et des bas, avec des moments de tristesse, de colère, on fait des allers-retours comme ça. Donc, quand on est envahi un petit peu par tous ces espaces émotionnels, ou en tous les cas par tous ces effets, la communication, elle est obstruée parce qu'on n'arrive plus à parler. Ou alors, on va le faire de manière excessive en pouvant évacuer cette colère ou cette tristesse. Donc là, dans l'espace de médiation, bien évidemment qu'il y a de la place pour les émotions, mais on va prendre un petit peu de recul pour pouvoir justement poser les choses. Donc à la fois faire avec cet état émotionnel, ces allers et retours, et ce besoin et cette nécessité de nommer les choses et de construire et de reprendre une communication apaisée si possible. Bon, voilà, il y a des moments où il faut aussi accepter que les émotions, c'est comme ça, c'est humain. Parfois, quand c'est trop envahissant, ce n'est pas le moment non plus de discussion. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les identifier, dire en ce moment, je suis très en colère et je ne me sens pas du tout en capacité de discuter. Il ne faut pas faire les choses à tout prix parce qu'il faut être des bons parents, réfléchir. Mais ne pas s'enfermer dans cet état, pouvoir dire là, j'accueille mes émotions, mais je vais peut-être aller voir quelqu'un qui va m'aider un petit peu à prendre du recul et à construire quelque chose par rapport à des obligations de la parentalité. D'accord. Il y a une petite question dans le chat. Si une personne ne peut pas se déplacer, par exemple une personne en situation de handicap ou une personne âgée,
Est-il possible de réaliser les entretiens communs à domicile? Oui, effectivement, dans le cas où il y a un empêchement, là, comme le décrit la personne, physique, au niveau de grosses problématiques de déplacement, on peut envisager, alors, soit idéalement de se rendre peut-être dans un lieu tiers, par exemple, avoir la possibilité d'avoir une salle mise à disposition par une collectivité, donc une mairie, une maison France Service, voilà, dans le village ou la ville où résident les personnes. Ça peut arriver effectivement, qu'on puisse réaliser, des médiations à domicile, quand la situation ne permet pas de faire les choses autrement. Il y a aussi l'option de la visio, en fait, qui peut être, envisagée. Donc c'est important de savoir qu'une médiation peut aussi se faire en visio, alors que ça se fait, souvent quand les personnes, habitent à distance l'une de l'autre. Donc c'est pas rare de voir, voilà, des parents séparés avec, un qui est à Bordeaux, l'autre à Toulouse ou plus loin encore, hein, des fois ça peut être même à l'étranger. Donc là, on peut se réunir en visio. Mais en tout cas, dans ce cas décrit, dans la mesure où ça serait sur le département du service de médiation, en tout cas, nous, on peut le proposer au sein de notre service. Je ne peux pas m'engager pour tous les services de médiation, évidemment, dans un contexte, où la question du handicap est présente et empêche la personne de se déplacer. Sinon, on ne le fait pas sur voilà, des situations où les personnes ont la possibilité de se déplacer, on n'intervient pas à domicile. On peut mixer aussi, c'est-à-dire qu'on peut proposer un entretien d'information, c'est-à-dire un entretien individuel où on va discuter, réfléchir avec la personne de ses besoins, de ses attentes. On peut proposer une visio sur un entretien, et puis on peut aussi organiser, imaginer à un moment donné une rencontre physique, hein, présentielle. Voilà. On peut, en fonction de la situation, réfléchir ensemble aux propositions possibles. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir favoriser la mise en place de ces rendez-vous et que les personnes se sentent le plus à l'aise, parce qu'on sait que c'est déjà pas facile, d'engager des démarches et de réfléchir à toutes ces questions. Donc l'idée, c'est de faire dans des conditions les plus sereines possibles. Très bien, merci. Donc on a déjà en partie répondu à cette question aussi, hein, qui peut, aider, Sophia et Marco. Donc évidemment, un espace de médiation familiale est tout à fait indiqué pour pouvoir, accompagner ces personnes. Voilà, je ne sais pas si tu veux apporter une Non, petite c'est précision? peut-être l'idée de mettre du tiers en tous les cas, parce que quand on est en conflit et pris dans les émotions, on est souvent en boucle et on dit je te l'ai déjà dit, mais j'arrête pas de le répéter, etc. Ben oui, justement, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter. Donc mettre du tiers, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et parfois de remettre les connexions émetteurs-récepteurs en direct pour que ça fonctionne un peu, parce que souvent on est en boucle quand on est en conflit, hein. Et donc, ça n'avance pas. Le médiateur, c'est la troisième personne qui va permettre que les deux premiers s'entendent aussi, finalement. Des fois, on a un peu cette fonction de haut-parleur, en fait, en reformulant, en reflétant ce que la personne laisse entrevoir de son émotion, voilà, de pouvoir nommer les choses. Ça vient asseoir aussi ce que chacune des personnes a besoin et a envie de dire à l'autre. Et c'est vrai que de le faire dans un autre espace que le domicile, où parfois ça monte et puis finalement ça bouillonne et au bout de 2 minutes, on n'arrive plus à se parler. Là, le fait d'être dans un bureau avec une autre personne, on a quand même, cette personne qui fait le lien. Au départ, la communication peut passer par le médiateur et idéalement, ensuite, au bout d'un moment, comme tu le disais, ça permet aux personnes de se reconnecter entre elles directement. Moi, j'aime assez le terme facilitateur de communication. Parfait. Donc, si on se fait un petit récap de ce qu'on s'est dit, là, il y avait plusieurs notions dans cette situation concernant Sophia et Marco. Il y avait la décision de séparation, hein, parce qu'on en est à un moment de leur histoire de couple où ils ne savent pas trop où ils en sont. Sophia se pose beaucoup de questions. Donc là, on peut accompagner aussi cette aide à la prise de décision, en fait, où on arrive, on ne sait pas trop où on en est, on va réfléchir, on va accompagner les personnes dans leur réflexion pour savoir comment elles peuvent prendre une décision ensemble. La question des enjeux affectifs, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. La
communication. Donc, c'est de pouvoir aussi reparler de cette distribution des rôles et des places de chacun. Donc, bon, on ne l'a pas beaucoup nommé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la place de l'aidant aujourd'hui. Donc, c'est vrai que dans le couple, on est l'époux, l'épouse. Dans une relation parent-enfant, on est les parents avec un enfant. Mais parfois, on a aussi cette casquette de l'aidant qui vient se greffer sur la fonction dans la famille qu'on peut avoir initialement. Et ça va être important de savoir qu'est-ce qui revient sur nos épaules et est-ce que c'est possible d'avoir cette fonction d'aidant ou pas et qu'est-ce que ça recouvre. Il est effectivement souvent question de place et de rôle dans l'espace de médiation. Et un point qu'on n'a pas trop abordé, effectivement, c'est la continuité des soins pour Marco. Oui, parce que là, à la fin de la présentation de cette situation, il y avait si tu me quittes, j'arrête mon traitement, en fait. Donc, voilà, ça va être important de pouvoir parler de ces questions-là, de la continuité des soins et de prendre soin, enfin que la personne puisse prendre soin d'elle. Donc, ça peut être à un moment donné s'interroger sur quelles sont les ressources extérieures, comment c'est possible de mobiliser des proches ou du personnel médical aussi pour maintenir une continuité. Et des dispositifs existants, parce que des fois on est un peu en autarcie comme ça, où on a un mode de fonctionnement, on est tellement habitué à ce que chacun fasse sa part de travail, que là on peut ouvrir sur d'autres possibilités, voir un petit peu comment les choses peuvent être prises en charge, et encore une fois mettre du tiers, même au niveau du soin. D'accord, effectivement, pour qu'il puisse avoir un appui autre que celui de son ex-compagne. L'idée, ça va être de pouvoir trouver des ressources et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut aménager, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre aussi. Donc, l'espace de médiation permet aussi cette réflexion parce que une des dimensions de la médiation, c'est aussi de pouvoir orienter et de pouvoir permettre aux personnes d'aller se renseigner sur ce qui existe par ailleurs et ensuite de revenir mutualiser ensemble les informations qu'on aura récoltées pour s'assurer qu'on part dans le bon sens et qu'on prend les bonnes décisions ensemble. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui avaient émergé dans le chat, Mathilde? Message, oui, là, il y a du chantage affectif aussi. Oui, on peut le nommer comme ça. C'est vrai on avait parlé de la continuité des soins parce qu'il y avait le si tu me quittes, j'arrête tout. Et donc, on est bien sur la question des émotions, comme disait Stéphanie tout à l'heure, des émotions exacerbées qui peuvent, je reprends ton mot, c'était très juste, qui peuvent obstruer parfois la communication. Donc, ça va être aussi dans l'espace de médiation que les choses vont pouvoir se dire et qu'on va tenter, en tout cas avec les personnes, de démêler ces enjeux à la fois médicaux et vraiment nécessaires et vitaux, j'ai envie de dire presque, et de pouvoir démêler cet aspect-là de l'aspect émotionnel pour pouvoir décorréler des choses et reprendre le fil d'un accompagnement qui fasse du bien à la personne. En médiation familiale, il est quand même souvent question de culpabilité, alors à tous les niveaux, là, effectivement, dans cette situation, mais culpabilité par rapport aux enfants, culpabilité par rapport à l'autre, culpabilité de ne pas avoir réussi cet idéal, cet objectif atteint, etc. Donc tout ça, ça se travaille aussi dans l'espace de médiation. C'est des choses qui peuvent être nommées, verbalisées, dire, voilà, il va falloir que je réaménage entre ce que j'avais imaginé et puis la réalité. Cette notion un petit peu de réussite au sein de la société aussi. Il y a un poids aussi du regard des autres aussi. C'est des choses qui sont parlées aussi dans la médiation. Ça arrive très régulièrement, ouais. Il y a le regard de la famille aussi, il y a tout ce poids culturel. Quand je dis culturel, ça peut être culturel avec un grand C, on va dire, au niveau social, enfin sociétal, mais il y a aussi le poids de la culture familiale où dans certaines familles, on ne divorce pas, on ne se sépare pas, et puis on serre les dents et puis il faut avancer. Donc l'espace de médiation permet aussi que ce type de pensée et de réflexion soit nommé et qu'on puisse travailler avec ces questions-là.
On a tous des représentations, hein, des valeurs communes. Alors parfois, quand on se rend compte, c'est qu'elles sont communes, et puis quand elles deviennent divergentes, ça pose problème. Il est souvent question en médiation également de déconstruction, hein, c'est-à-dire que ben voilà, j'ai pas entre l'engagement du mariage et cet idéal, et puis ce ressenti, ce parcours de vie, un enfant qui est arrivé, des difficultés, eh bien, je vais me réajuster, puis je vais être au plus près de ce que je ressens. Avec l'âge, on change, on bouge, les besoins sont différents. Et il y a l'idée quand même de sortir des représentations et de venir s'écouter, hein, et de dire, bah là, ça ne va plus en fait. Il va falloir que je puisse le dire à l'autre. Hein. Donc là, on va travailler sur cette déculpabilisation aussi, de dire, ben, je ne peux pas faire semblant. Hein. Alors, il y a une époque où effectivement on disait qu'il ne fallait pas divorcer, il y avait plein d'injonctions comme ça, et puis on passait à côté de beaucoup de choses parce qu'on ne s'écoutait pas. Hein. Donc l'espace de médiation, c'est une vraie écoute. C'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui. C'était intéressant ces 3 situations. On a parlé de plein de choses. Donc on peut juste se faire un mini récap juridique, en tout cas, des questions qu'on a abordées. Donc on a parlé de la question de l'autorité parentale, donc autorité parentale conjointe d'ailleurs. Des questions financières, donc ce qui va toucher les allocations, on en a parlé autour de l'AH, mais aussi la pension alimentaire qui peut être due quand on a des enfants. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est la prestation compensatoire aussi. Lorsqu'on divorce, une des personnes peut faire valoir ses droits à bénéficier d'une prestation compensatoire pour compenser en fait la perte de niveau de vie liée à la séparation, au divorce. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais sachez que ça existe dans le cadre du mariage et du divorce, pas dans le cadre d'un concubinage ou d'un PACS. Les questions matérielles, donc tout ce qui est organisation, partage, donc, et la fameuse liquidation du régime matrimonial. Les questions administratives aussi, donc là, on en a parlé, j'ai envie de dire en filigrane, le dossier MDPH, on ne l'a pas nommé explicitement, mais c'est vrai que dès qu'il y a une question d'allocation, de mesures de protection, de projet de vie, il y a besoin d'en passer par un dossier MDPH. Voilà, mesures de protection, et ça peut être le conseil départemental aussi, auprès de qui on va faire un dossier pour pouvoir bénéficier de certaines aides ou d'aides à domicile quand on a besoin d'aménagement ou de soins particuliers. Et voilà, au niveau juridique, en tout cas, il y aurait encore plein de choses à dire, mais c'est les questions qu'on a abordées aujourd'hui. Et c'est des choses qu'on peut trouver dans l'espace de médiation familiale. Oui, on peut se renseigner à ce niveau-là, et puis on peut prendre des renseignements à l'extérieur aussi. Justement, sur la slide d'après, on va pouvoir voir auprès de qui on peut se renseigner, quelles sont les ressources qui existent. Oui, alors qui sont nombreux, puis en fonction peut-être de la région où vous êtes, ça va différencier. Donc n'hésitez pas, rapprochez-vous des permanences CAF, où vous pouvez quand même avoir pas mal d'informations et de renseignements. Vous pouvez bien évidemment faire appel à une assistante sociale si vous avez des questions spécifiques, ou si vous avez besoin aussi d'être orienté ou accompagné sur des démarches. Vous pouvez consulter un juriste. Alors je sais que par exemple à Toulouse, il y a des permanences gratuites aussi, donc, notamment au tribunal, en grande instance. Quand c'est quelque chose qui est beaucoup plus sur les réaménagements au niveau émotionnel ou dans la compréhension du travail à faire psychique, eh ben, on peut se tourner vers un psychologue ou un thérapeute de couple. Là, il s'agirait plutôt de prendre une décision, en tous les cas de réfléchir à est-ce qu'on se sépare ou pas, hein, ça c'est en amont. Voilà, vous pouvez également faire appel à vos tuteurs familiaux si vous avez des tuteurs. Bien évidemment, toujours s'appuyer sur la ressource de proximité, la famille, les amis, les collègues, hein, ne pas hésiter. C'est compliqué, c'est douloureux parce que dire ces choses-là douloureuses, il faut avoir confiance aussi en son entourage, mais c'est quand même une ressource très importante. Parfois, ça permet d'orienter, de s'appuyer, de dédramatiser, d'avoir une première écoute, et puis des gens qui vont avoir le réflexe de pouvoir indiquer, de dire écoute, je t'invite à aller consulter, voir, etc. Mais l'environnement proche, c'est très, très important aussi. Et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre cette situation. Donc des fois, juste d'en parler même à une personne de la famille ou un collègue, comme tu disais,
ben, on se dit, «OK, je suis pas la seule à traverser ça» et l'autre personne aussi a ressenti des émotions très fortes et de la rancune et ça permet un peu de faire baisser la pression aussi et évidemment donc un Et grand en vous grand. a mis, les médiateurs familiaux parce que c'est vrai que c'est vraiment l'espace, adapté pour accompagner ces périodes de troubles, de séparation, de changement, voilà et voilà et vous aider à en tout cas, vous accompagner dans Étape. ces prises de décision et cette étape, ouais. Effectivement, c'est un accompagnement là, du coup, ajusté, adapté à la situation qui est proposé. Une question dans le chat. Nos usagers dépendent de la MSA et non de la CAF. Peuvent-ils toutefois assister aux permanences CAF? Absolument, alors permanence CAF, j'aurais tendance à les réorienter vers la MSA parce qu'en fait, la MSA propose des Les mêmes. services similaires à ceux de la CAF. Donc en fait, il faut se rapprocher de sa MSA, voilà, pour soit signaler une séparation, pour dire: «J'ai besoin d'avoir des conseils, comment ça va se passer au niveau allocation, au niveau, des enfants, au niveau de tout un tas de choses». Et en fait, la précision, c'est qu'on a beaucoup parlé de la CAF, parce que la CAF soutient les services de médiation. La MSA contribue aussi au développement des services, de médiation, en tout cas soutient. Donc qu'on soit allocataire CAF, allocataire MSA ou autre allocataire, parce que quand on bénéficie d'un régime spécial, voilà, fonction publique ou SNCF par exemple, il y en a d'autres, hein, j'ai la SNCF qui me vient comme ça. Évidemment, on peut faire appel à un service de médiation, donc c'est ouvert à tout le monde. En tous les cas, en ce qui concerne la médiation familiale, ça n'a pas d'incidence, peu importe. Mmh. Le travail reste le même. D'accord. Une autre question? Non. Non. Alors, Bon. vous voulez vous présenter une petite vidéo par la suite, hein. Donc c'est, une vidéo, très courte, qui, peut-être va synthétiser ce qu'on s'est dit là, au niveau des émotions. Donc c'est un peu comment ça se passe dans le corps, en fait, quand on se sépare. Donc, petite pause technique, on va arrêter la diffusion et on va du soutien et on va vous mettre la vidéo. C'est parti. Voilà, je pense qu'il faut qu'on s'arrête maintenant avant que ça ne pourrisse, ça fait des heures que ça va pas. Je pense qu'il faut pas dire. Bien, voilà. La vidéo est terminée.
Séquence émotion quand Ouais, même. c'est ça. Est-ce qu'il y a des réactions un petit peu par rapport à ces vidéos? J'espère que tout le monde l'a vu. Et alors, il y en avait qui n'avaient pas le son. Bon. Mince. Après, Oui. il y avait, C'était de la musique, ouais, hein. c'était des petites musiques, mais on voit qu'il y a quand même deux musiques différentes avec un peu une phase qui descend et Ouais. puis une phase qui repart. Donc c'était, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas eu la musique, ça se jouait comme ça, mais il n'y avait pas de parole. Hein. Mm. Donc vous n'avez pas. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ces deux parties au niveau de la musique parce que juste sur la slide d'après, Mathilde, on a voilà, ce qu'on appelle la courbe des étapes du changement. Donc, c'est ce qui se joue dans les périodes de deuil d'une façon générale. Donc là, on peut considérer qu'une séparation, ça peut être justement ce qu'on disait, hein, le deuil d'une relation idéale, le deuil de la famille, de ce qu'on avait projeté au niveau du couple. Et quand on traverse ces étapes, il y a toute une période où c'est compliqué. On voit hein, justement sur cette vidéo que cette jeune femme ressent plein de choses au niveau du corps. Donc c'est vraiment quelque chose de physique aussi, la séparation. On le vit vraiment de l'intérieur, émotionnellement, et ça a des conséquences physiques, parce qu'on parlait de nausées, de chute de cheveux, de difficultés à s'endormir, à trouver le sommeil. Donc voilà, il y a toute une pente où c'est compliqué, comme ça on traverse différentes étapes au niveau émotionnel. Et il y a un moment où ça va repartir en fait. Et c'est ça qui est intéressant de garder en tête, c'est que quoi qu'il arrive, c'est plus ou moins long évidemment, c'est plus ou moins intense, mais ça repart. Et c'est important de garder ça en tête, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir se refaire confiance et refaire des projets à nouveau. Alors, contrairement à la petite vidéo, c'est pas linéaire, hein, vous vous doutez bien, il y a Mm. des allers-retours, il y a des rechutes, il y a des moments où on commence à aller bien et puis il va y avoir un événement qui fait qu'on se sent à nouveau fragile. Donc, c'est important de pouvoir le repérer, presque d'identifier là où on est. Hein, c'est-à-dire, est-ce que là, en ce moment, je suis plutôt triste ou plutôt en colère? On avait évoqué, Katia, tout à l'heure, la question de la temporalité. Je pense que là, ça dit vraiment quelque chose de cette question-là. En amont, quand on doit prendre une décision où on n'en est pas au même endroit, mais aussi dans cette trajectoire, dans cette étape, quand on est en pleine difficulté, souffrance, tristesse, et ben, on a du mal à imaginer l'étape d'après, mais on ne reste jamais enfermé éternellement dans ces étapes-là. C'est ce qu'il faut se dire, en fait. Hein. Et puis, il faut avoir envie de voir le moment où ça remonte. Ouais, Des ouais. fois, se dire qu'il y a une autre étape après, ça aide aussi à traverser. Mais à son rythme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction à dire je dois aller bien ou je ne dois pas être triste, etc. Voilà, chacun va être traversé par son propre cycle. Parce que justement, le risque de vouloir aller trop vite ou d'imaginer que tout va bien, c'est de peut-être ne pas s'autoriser à franchir cette étape où, oui, on a le droit de trouver ça hyper injuste, d'être en colère, d'avoir envie de dire que des méchancetés sur son ex. Et oui, ça fait partie du processus aussi. Et d'aller trop vite, des fois, si on grille cette étape, elle risque de nous revenir dans la figure plus tard. Donc, c'est bien de pouvoir se dire que ce sont des étapes voilà, qui font partie du processus, des étapes normales, hein, et que c'est compliqué. Et si c'est trop compliqué, il y a toujours la possibilité de trouver du soutien dans un espace de réflexion individuelle où on va pouvoir déposer les choses, parler de ses émotions et pouvoir avancer. Moi, il me semble, excuse-moi Magali, important de dire aux personnes que il faut surtout pas, en plus de toutes ces difficultés, se culpabiliser. Hein. C'est quand même un moment, la médiation familiale, ça demande de l'énergie, ça mobilise en temps, en argent, en investissement psychique, et qu'on a le droit de ne pas être prêt, c'est-à-dire que la médiation, ça n'arrive pas comme ça, et puis cette étape aussi où on va bien, où on va faire du sport, où on va voir les amis, prenez soin de vous, c'est-à-dire que prenez le temps de traverser absolument ces périodes-là, et que si vous n'êtes pas en état ou en capacité de faire ce travail-là aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe, quand le moment sera venu pour vous, vous pourrez faire appel à ça. Et Katia, tu disais, on a le droit de dire tout un tas de choses négatives sur son ex-compagnon. Il y a peut-être quand même une limite. Est-ce qu'on peut être agressif? De se le dire, le penser, c'est ça. On a le droit d'avoir... je veux dire, si ça nous traverse, qu'on a envie
le ressentir. Voilà, donc ça c'est, enfin je veux dire, c'est pas Mais possible plutôt de que le mettre de le de dire côté. directement à la Oui, oui. personne, l'idée du Ah oui, cahier, oui, c'était. Oui. hein, Oui. c'est important aussi de se Et- dire que Et on a des petite droits, nuance mais aussi sur les enfants, c'est-à-dire que j'ai le droit de ressentir une détestation pour cette personne parce que j'ai l'impression qu'elle m'a floué, qu'elle m'a menti, qu'elle m'a trahi, etc. Par contre, je n'ai pas le droit de le dire à l'enfant, de dire je déteste cette personne parce qu'elle a fait ça, etc. etc. Hein, de dissocier ce que l'enfant peut entendre et ce qu'on ressent. C'est vraiment du ressenti. Pardon s'il y a eu une confusion. non, non, Mais tu fais bien de le précision, repréciser. voilà, que, Effectivement, effectivement, l'idée, c'est pas de s'adresser directement à la personne, mais c'est de se dire que si on ressent ça et qu'on pense certaines choses, et ben oui, ça arrive et ça existe. Hein, voilà. il faut trouver l'espace où on peut le déposer sans faire du mal à l'autre. Ça, c'est très bien. On peut peut-être. Ouais. Donc là, on vous propose une autre vidéo qui, à nouveau, présente une situation. C'est l'occasion d'entrer dans la phase où on va vous donner quelques éléments supplémentaires pour finaliser ce webinaire et donner quelques éléments de précision sur la médiation. Donc, je vous laisse regarder ça. La maladie de ma femme, maintenant ça prend toute la place dans notre vie. Je fais tout pour l'aider. Mais là honnêtement, j'en peux plus. J'ai l'impression de plus être que son infirmier en fait. Des fois je lui parle mal, après coup ça me choque, je regrette. Elle a dit rien. Je sais qu'elle souffre. Évidemment je l'aime, j'aimerais qu'on retrouve notre complicité, mais honnêtement là je pense que c'est plus possible. Et je me demande juste qui pourrait nous aider là maintenant. Quelles que soient les tensions ou les difficultés que vous rencontrez, la médiation entre aidants et aidés peut vous aider à renouer le dialogue et à trouver des solutions concrètes. Contactez le service de médiation entre aidants et aidés le plus proche de chez vous. Donc là, effectivement, on a parlé de médiation. Il y a le réseau UDAF qui se mobilise pour proposer donc, le service dont on vous parlait en toute introduction du webinaire à destination des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Voilà, donc on présente ce petit spot de publicité qui permet d'introduire la suite où on va vous proposer un petit quiz, j'ai envie de dire pour finaliser, parce qu'on a déjà dit pas mal de choses sur la médiation familiale. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. Donc les personnes peuvent participer sur le chat, ils veulent, une petite réponse. La médiation, ça coûte cher? Vrai ou faux, à votre avis? Allez, on laisse quelques secondes pour réagir. Faux. Faux. Un premier faux dans le chat. Peut-être qu'on va répondre. Bon, ça reste accessible et on va vous donner un petit peu les tarifs. Pour avoir une petite idée, pour une personne qui est au RSA, alors attention, là, les tarifs qu'on donne, ce sont pour les services conventionnés par la CAF. Bon, la MDJ fait partie. Pour les personnes qui touchent le RSA, c'est 2 euros. Le RSA et le SMIC, entre le RSA et le SMIC, c'est 5 euros. Entre le SMIC, je donne des fourchettes, entre le SMIC et 1 500 euros, c'est entre 8 et 10 euros la séance. Une petite précision, chaque personne paie son entretien pour elle-même. On ne paie pas pour l'autre personne. D'accord? Donc, la personne va remplir une petite feuille CAF en disant voilà mes revenus et on va attribuer en fonction de la tranche le tarif de l'entretien. Voilà. Donc, ça va de 2 euros à 131 euros. Quand on paye 131 euros, c'est qu'on est à plus de 5 300 euros mensuels. Et on a le barème sur la slide d'après d'ailleurs. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous donner une petite.
Alors, c'est important de savoir qu'on commence toujours une médiation par un entretien d'information. Cet entretien d'information, il est gratuit, donc dans les services conventionnés, comme tu le précisais, donc les services qui sont subventionnés par la CAF. Donc, voilà, pour information, sur Toulouse, il y a 4 services. Il y en a un à Saint-Gaudens aussi. Et ensuite, on retrouve des services de médiation dans tous les départements, des services conventionnés où vous retrouverez exactement le même barème. Donc, un premier entretien d'information qui dure environ 3/4 d'heure à 1 heure, où on présente la médiation, on explique comment ça se passe, qui est le médiateur, comment on peut s'organiser, un petit peu voir avec les personnes ce qui les amène, et évaluer si l'espace de médiation peut répondre à voilà, leur problématique, ou en tout cas leur questionnement. Et ensuite, une fois que la médiation se met en place, on applique ce barème dans la mesure où chacune des personnes a décidé que c'était le bon espace et qu'elle souhaitait s'engager dans ce travail. Donc, Voilà. quand on perçoit l'allocation adulte handicapé, on est un peu en deçà du SMIC. Ouais. Je Donc, pense on qu'on est est sur le tarif à 5 euros. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Autre question? Alors, en cas de conflit, le juge décidera de toute façon, vrai ou faux? Bon, on en a dit quelques mots, normalement, vous savez répondre à cette question. Donc, l'idée, c'est que Ça dépend, moi, j'ai envie de dire. ouais, c'est ça, c'est ni complètement Si j'ai bien vrai, ni suivi. complètement faux. Donc, comme tu disais, Stéphanie, tout à l'heure, hein, il y a l'idée qu'en médiation, on peut commencer déjà à préparer le travail et arriver avec des propositions ou un certain nombre de choses déjà réfléchies chez le juge. Absolument. Hein, donc, on peut partiellement tomber d'accord sur certains points, d'autres pas, auquel cas il faudra une autre autorité pour trancher. Voilà. C'est important de savoir aussi que le juge peut envoyer en médiation. Des fois, le juge reçoit les personnes en audience, et donc il va prendre un certain nombre de décisions pour acter des choses, voilà, que les choses soient cadrées assez rapidement, et ensuite enjoindre les personnes à se rendre en médiation en disant ben voilà, ça va être important quand même que vous alliez travailler vos questions de communication, et notamment quand il y a des enfants, de communication autour des enfants, ça va être important de faire ce travail-là et de prendre du temps pour le faire. Tout ne se règle pas pendant l'audience. Ce sont les questions factuelles qui vont se régler, mais il y a besoin de plus des fois. Quand même, ce qu'il faut préciser, Katia, c'est que pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait un vrai engagement des personnes, c'est-à-dire un intérêt. On peut imaginer venir simplement à un entretien sur un point particulier, mais il faut que ça fasse sens. Si une personne n'a pas du tout envie de discuter avec l'autre, ou ne le souhaite pas, ou vient en reculant, ou pense que voilà, ça ne servira à rien, etc., ben, on peut imaginer que l'espace de médiation ne soit pas investi et ne serve pas à grand-chose. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de dire, ben, voilà, même si je vais travailler juste sur ce point-là, mais en tous les cas, je suis libre, parce que c'est pas toujours facile de se retrouver à côté de l'autre. Parfois, les personnes disent, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas pris le temps de se voir face à face comme ça. Il faut qu'il y ait une vraie intention et une vraie adhésion par rapport à cette démarche-là. Et c'est important de se dire aussi que la médiation, on peut commencer avec un rendez-vous, et puis d'une fois sur l'autre, on prend rendez-vous pour se revoir, et que bah, à tout moment, en fait, la médiation voilà, peut s'interrompre. Donc, on n'est pas engagé sur un nombre de séances préétablies à l'avance. Donc, on fait un rendez-vous, puis un autre, puis un autre. Donc, l'important, c'est de sentir quelque chose, de s'informer. On n'arrête pas la médiation comme ça abruptement. Ça va être important de pouvoir informer l'autre qu'on pense être au bout aussi des choses qu'il y avait à se dire. En médiation, on parle en termes de processus. C'est ça. Voilà. Donc, on peut interrompre le processus. Et un processus, on peut se donner 3 mois pour atteindre un processus. Ça peut être plus court ou plus long aussi. Est-ce qu'on a encore une question? Oui, on avait encore une ou deux petites questions. Alors, si vous téléphonez pour prendre un rendez-vous d'information sur la médiation familiale, hein, donc ce fameux rendez-vous d'information gratuit, vous serez reçu rapidement. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien oui et non, en fonction des services, en fonction des périodes, le mieux c'est de prendre contact avec notre service et vous aurez une réponse rapide. Oui, nous, on n'a pas un délai d'attente actuellement très important.
Voilà. Pour avoir une Fin idée, décembre. parfois c'est la semaine suivante ou dans les 15 jours qui suivent, on peut avoir un rendez-vous d'information. D'accord. Et peut-être une dernière question pour terminer. Mathilde, il y avait des questions sur le Oui, chat? oui. Une personne qui nous quitte et qui nous remercie pour la qualité de la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonne continuation. Dernière question. Alors, le médiateur peut nous Non. conseiller et nous donner la marche à suivre. Encore. Sur la prochaine. Voilà. Alors, Alors. est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si on a bien suivi, je pense qu'on a aussi la réponse. C'est ça. Alors, le médiateur, il n'est pas là pour faire du conseil ou pour expliquer aux personnes ce qu'elles ont à faire ou prendre des décisions pour elles. Il est vraiment là en soutien. Donc, toi, tu parlais de facilitateur tout à l'heure. Moi, j'aime bien cette expression qui dit qu'on est des activateurs de processus. Effectivement, la médiation, c'est un processus et nous, on est là pour activer le processus entre les personnes et permettre que les conditions soient réunies pour faciliter une meilleure communication. Donc, on revient sur cette idée de facilitation. Donc au final, c'est toujours les personnes qui vont prendre leurs décisions. Ouais, tout à fait. Vous ne donnerez pas il faudrait faire ça ou il faudrait faire ça. C'est aider la personne à trouver sa propre décision. Les personnes restent autonomes, libres et responsables dans leur choix. Dans le chat. Peut-être une petite précision, une petite nuance juste sur les questions de violence. On n'en a pas parlé. Donc, voilà, quand il y a il y a une réserve sur le fait de pouvoir mettre en place un processus de médiation en place quand il y a des violences ou qu'il y a eu des violences au sein du couple. Voilà, pour ne pas reproduire un espace où il pourrait y avoir un ascendant d'une personne sur l'autre dans l'espace de médiation, que ça ne soit pas instrumentalisé. Donc, c'est aussi une dimension de sécurité, de sécurisation de l'espace de médiation. Et l'entretien d'information sert à ça. C'est-à-dire qu'on va réfléchir ensemble si les conditions sont réunies pour pouvoir mettre en place cette médiation familiale. Donc la question des violences est posée lors de l'entretien de préalable. Oui, on l'aborde. Avant de s'engager. Oui, très bien. Donc nous, on arrive au bout de ce webinaire. Alors évidemment, s'il y a des questions, on y reste très attentif. Est-ce que les personnes qui sont présentes souhaitent qu'on mette peut-être des micros pour formuler des questions à l'oral peut-être, éventuellement? Pour ceux qui n'arriveraient pas à poser des questions, est-ce qu'on ouvre un peu les micros et vous utilisez la main pour nous signaler que vous souhaitez parler? On a des mains qui se lèvent éventuellement. Une personne qui voudrait bien que vous activiez le micro. Juste trouver la modalité. Oui. Je pense qu'il faut réactiver les micros. Et oui. Aïe, mince. Et oui. Alors peut-être qu'on peut préciser qu'il y aura un petit... Oui, juste après, vous aurez accès... pour s'inscrire, pour avoir un entretien d'information si vous le souhaitez. Donc, on va vous adresser... Alors, il y a une slide prévue avec un QR code que vous remettra dans quelques instants. Mais non, mais désolée, mais je pense qu'on arriverait facilement à remettre les micros. Ah mince. Donc voilà, la proposition, c'est que vous puissiez vous adresser à Intimagir ou à la Maison des droits des enfants et des jeunes pour solliciter un entretien avec une des médiatrices pour prendre des renseignements sur la médiation et voir en quoi cet espace pourrait répondre à vos besoins. Là, ils peuvent activer leur micro. Ok, super. Bon. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et une fois de plus, donc la médiation existe dans tous les départements. Donc, si c'est pas un service de Haute-Garonne, ça peut être évidemment un service dans n'importe quel département d'Occitanie et plus généralement n'importe quel département de France et d'outre-mer. Voilà. Donc, si vous appelez le centre ressources Intimagir
On s'est engagé avec l'appui de Katia et de Stéphanie à pouvoir vous donner de l'information en Occitanie, à trouver des relais sur le territoire. Si vous êtes sur un autre territoire, je vous invite à vous rapprocher effectivement des centres ressources Intimagir. Il y a un centre ressources Intimagir dans chaque région de France qui pourra vous trouver cette information et vous mettre en relation si vous avez besoin d'aller vers un service de médiation familiale. Mais en tout cas, nous, on vous invite, puisque ça faisait partie aussi de notre partenariat, à prendre contact soit directement avec la MDEJ par ce QR code ou par un lien qu'on va vous mettre dans le chat et qu'on pourra redonner aussi si vous appelez le centre ressources Intimagir. Et donc, du coup, vous pourrez solliciter ces rendez-vous qui sont prévus à la suite de ce webinaire. Donc voilà, c'était un petit peu notre démarche d'aller au-delà. C'est une présentation, mais si certains veulent s'en saisir, eh bien, n'hésitez pas, vous pourrez accéder à des rendez-vous. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a une petite conclusion? Des questions? Alors, il y avait juste une petite slide précédemment, parce qu'on est allé sur le QR code, c'était important. Voilà, c'était juste encore avant, s'il te plaît. Enfin, voilà, juste pour matérialiser le fait que voilà, on a pu. Non, mais c'est bien bon. Comme ça, ouais. On a pu aborder ces questions-là. Des émotions, de la temporalité et du fait qu'à un moment donné, l'entourage, les ressources, les professionnels permettent aussi de dépasser cette période qui est difficile, d'avancer, de se refaire confiance, de refaire des projets et de pouvoir poursuivre sa route. Et donc avec l'idée que si c'est nécessaire, il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter un professionnel. C'est trop important. Et comme tu disais, il faut vraiment s'attacher à prendre soin de soi. Pour traverser au mieux cette période, cette étape. Et on dit souvent aux personnes aussi que, des fois les personnes sont troublées et de pouvoir bien prendre soin de ses enfants. Quand on a des enfants, c'est aussi pouvoir être un parent qui prend soin de lui et qui va bien aussi. Ça va être important dans l'intérêt de toute la famille. Et il existe des espaces ressources, justement pour être accompagné dans ces phases-là, et même quand on est en situation de handicap. Donc ça, c'est important de le savoir. En tout cas, merci beaucoup Katia et Stéphanie d'être venues avec nous aujourd'hui au sein du Centre ressources Intimagir. Est-ce qu'on a eu des mains qui se sont levées, Mathilde, par rapport à des questions, maintenant qu'on avait activé les micros? Des remerciements. Bon. Et bien, alors, merci à vous qui avez participé à ce webinaire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a été enregistré, le webinaire. Donc, normalement, si la technique fonctionne bien, on entend une petite voix. Oui. En tout cas, j'ai envie de vous remercier. Merci à Intimagir, merci à toi Magali pour cette co-animation, cette préparation collective. Merci à vous tous de vous être connectés aujourd'hui. Et voilà, c'était un plaisir de travailler toutes les deux aussi. Voilà, on commence à bien se connaître et c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Donc peut-être pour finaliser ce que j'essayais tout à l'heure de vous dire, vous retrouverez normalement le webinaire sur notre site internet du Centre ressources Intimagir Occitanie, www.intimagir-occitanie.org. Il y a un petit onglet webinaire et donc vous retrouvez l'ensemble de nos webinaires. Il faudra un petit peu de temps de montage pour pouvoir le mettre en accessibilité, mais vous pourrez le retrouver d'ici une quinzaine de jours, je pense. Bien, mesdames, merci beaucoup d'être venues et à très bientôt, puisqu'on espère pouvoir orienter effectivement des personnes vers vous pour être accompagnées sur ces questions de séparation. Merci, bon week-end à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.